Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir une sociologue qui va nous parler à cœur ouvert de notre Martinique. Et vous allez surtout écouter pour comprendre. Mais bien écouter, pour bien comprendre ce qui se passe autour de nous. Madame, pas Chilan, j'allais dire Nathalie Chilan. Ah, oh, c'est un honneur. Il y a Nathalie Chilan et puis mes respects. Bonjour, enchantée d'être sur ce plateau de nouveau. C'est pour la première fois sur cette émission. Et bonjour à toutes les Martiniquaises et tous les Martiniquais qui nous écoutent. Madame Chanville, on a parlé hors antenne et je vous disais que nous laissons un drôle d'héritage à notre Martinique. Et ça a commencé notre débat. Oui, je pense que chaque génération laisse un héritage par définition à la suivante, quoique c'est pas comme si tout d'un coup il y en avait une qui disparaissait tout entière et puis une autre apparaissait de nulle part. C'est une transmission qui se fait aussi en filigrane. Donc nous avons aussi la chance d'être directement en contact avec les générations qui nous laissent quelque chose. Je trouve que cette possibilité du lien intergénérationnel, c'est ce qui peut faire notre force et c'est certainement ce qui pourra faire notre faiblesse si nous ne savons plus l'utiliser, si nous n'avons plus les moyens en fait, d'un lien intergénérationnel. Mais concrètement, je sais que la situation, même moi, je peux parfois dire des choses, notamment sur la question démographique, qui peuvent paraître très alarmistes et catastrophistes, mais je n'ai jamais eu le sentiment que nous serions dans une situation dramatique, simplement parce que je crois que quand on est dans l'action, on ne peut être qu'optimiste, on ne peut que se concentrer sur les leviers de changement et que du coup se morfondre dans le listing des difficultés qui s'imposent à nous est assez lénifiant et pas très utile. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est ce sentiment qu'on peut avoir que c'était mieux avant ou on n'a pas un bon héritage ou on est mal, etc. Je trouve que aussi en tant que femme et en tant que femme noire, je trouve que les générations qui m'ont précédée ont lutté et ont obtenu pour les personnes comme moi et comme les personnes qui m'entourent beaucoup de droits. Et je vous avoue que j'ai conscience qu'il y a des choses dont on hérite qui sont difficiles, mais je crois que quand on fait la somme de tout, notamment sur la question des droits humains, je suis très reconnaissante envers la génération qui m'a précédée. Très reconnaissante particulièrement envers les femmes et les quelques hommes avec elles qui se sont battus pour les droits des femmes et particulièrement les droits des femmes noires et caribéennes. Je suis très reconnaissante, en fait, envers la génération précédente. Madame Chanville, à chaque génération, son combat. Oui. Heureusement qu'ils se sont battus. Oui. Autrement, on aurait toujours été avec la chaîne. Malheureusement, on a beaucoup qui ont refusé, à qui on a enlevé la chaîne et qui l'ont réintroduite dans le cerveau. On dit beaucoup ça. Je pense que c'est assez aussi méprisant pour notre peuple de se dire qu'on ne sait pas des faits de chaîne qui étaient dans notre tête, alors que justement on s'est battu tant de temps pour dire que nous étions des êtres humains et que même si on nous a esclavagisés, on a esclavisé, ça dépend de ce qu'on préfère. Même si on a mis en esclavage nos ancêtres, c'était des personnes mises en esclavage et qu'en aucun cas leur humanité n'a été altérée malgré la tentative de déshumanisation qui a été opérée sur ces personnes. Et c'est pareil pour la période coloniale. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que nous étions en pays dominé, c'est parce que nous étions une colonie dominée par une métropole. Ce n'est pas pour autant que nous avons cessé d'être des êtres humains, des êtres pensants, des êtres capables de critique. Je crois même que ceux qui semblaient collaborer ou ceux qui étaient dans une forme de détachement ou même de soumission envers le pouvoir, c'est pas pour autant qu'ils n'avaient pas de conscience. Je parle notamment pendant la période coloniale. C'est pas pour autant qu'ils n'avaient pas conscience du problème. Simplement, parfois, je peux comprendre avec le recul, parce que je crois que j'ai pu à un moment être en colère contre certaines personnes, même dans ma famille. Mais
en fait, quand on essaie de se mettre à leur place et de revoir l'histoire dans le sens où elle était, on se rend compte que il fallait développer des stratégies de survie et que chacun a fait avec ses moyens. Il faut aussi qu'on se réconcilie même avec les mauvaises choses qu'ont pu faire nos ancêtres. Parce que dans toutes les familles et dans tous les lieux, il ne faut pas croire qu'il y a eu des groupes sociaux meilleurs que les autres, des couleurs de peau meilleures que les autres. Évidemment qu'il y a le groupe des grandes victimes et puis le groupe des grands bénéficiaires du crime. Mais globalement, je crois que parmi les afrodescendants, si on parle de cela, eh bien, il y a eu toujours le principe de la résistance à l'oppression, avec des variations, avec des stratégies de survie variables. Et c'est pour ça que je vous dis que je ne crois pas qu'il faille forcément regarder avec amertume cela, seulement le regarder comme ce que c'est. Nous en sommes les héritiers. Et je crois qu'on peut être fier, même lorsque les héritages sont difficiles, on peut être fier de ce que collectivement nous avons accompli. En termes de souffrance collective, il suffit de regarder l'actualité à ce moment. Quand on voit comment ces populations s'entretuent, ça nous fait vraiment faire un bond en arrière pour voir ce qu'on a pu faire souffrir aux Noirs. Oui, bien sûr, et ce qu'on fait toujours souffrir. Ce que l'homme est capable de faire à l'homme. Ce que l'on fait toujours souffrir aux hommes et aux femmes qui ne sont pas dans les groupes dominants. Lorsque vous n'êtes pas un homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans actuellement sur Terre, vous êtes confronté à pas mal vous êtes exposé à pas mal de problèmes. Ça ne veut pas dire que vous les subissez forcément, mais le fait est qu'il y a des groupes qui sont majoritaires, qui sont dominants, mais les guerres n'ont pas commencé hier et les guerres étaient bien plus meurtrières auparavant. On est aujourd'hui face à un fossé. Ce qui se passe au Moyen-Orient est terrifiant. Mais on parlait d'héritage, oui, c'est une affaire qui a commencé il y a bien longtemps, il y a bientôt un siècle. Hein. Oui, il y a plus d'un siècle. Et pour autant, on peut quand même espérer qu'un jour on en verra le bout. Je trouve que l'être humain est capable de faire des choses tellement exceptionnelles. J'arrive pas à croire qu'on soit pas capable de mettre en place des accords de paix, de trouver des solutions à nos problèmes de façon tout aussi intelligente que l'intelligence que l'on met en place pour créer des robots, pour aller dans l'espace, etc. Franchement, vous me trouverez certainement très naïve en m'écoutant là sur la question que vous me posez, mais puisque vous me posez des questions un peu vastes, je me permets un peu de philosophie. Et je pense que nous sommes capables en fait de trouver ces solutions. C'est quand nous renonçons à aller chercher que nous mettons l'humanité en péril. Mais en continuant à faire confiance à l'humanité et en ses capacités, c'est de cette façon et seulement de cette façon qu'on peut trouver une solution. Et comme j'ai bien envie d'être encore sur Terre dans une trentaine d'années et de voir vieillir mes enfants et moi-même vieillir longtemps. Vous n'allez pas vieillir, ce sont les enfants qui vont grandir. Je peux même être tellement vieille que je verrai vieillir mes enfants, monsieur. Donc, oui. Pour moi, je préfère voir grandir les enfants. Vieillir, vous savez, c'est quelque chose de beau aussi. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Je crois que vieillir, c'est une belle chose. Ça permet de voir la vie différemment, mais vieillir auprès de ses enfants. Comme un bon vieux homme, oui. Vieillir auprès de ses enfants, je crois que ça peut être intéressant aussi si on crée une société qui est capable de vivre cela. Si on voit ça comme quelque chose d'affreux, de morbide. Moi, je suis vraiment la première à avoir la trouille de la mort, par exemple. Vous voyez, ça c'est vrai. Mais le grand âge, le temps de la sagesse, le temps de la réflexion, avoir du temps pour sa famille, pour soi, pour les autres, du temps de partage. Le grand âge, c'est aussi un grand moment de l'existence. Alors, en termes de famille, vous avez prononcé ce mot plusieurs fois, intergénérationnel et autres. Il y a une chose qui m'interpelle au niveau de beaucoup de familles, dans les comportements. On voit des familles naître, on voit arriver les enfants, et puis ça commence à se disloquer. Soit le père, soit la mère commence à monter à l'enfant contre la mère ou contre le père. Ce phénomène, vous pensez qu'il vient d'où? Comment ça se passe? Comment l'affronter? Écoutez, moi je ne suis pas psychologue.
je vais pas vous faire de théorie sur les comportements familiaux, sur ce qui se passe au sein des familles comme ça. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que des conflits dans les familles, des familles qui se séparent, c'est quelque chose que nous avons toujours connu. Et la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, on va davantage entrer dans le cœur des conflits familiaux, parler de ce qui se passe au sein des familles. Il y a moins de tabous, et c'est une bonne chose qu'il y ait moins de tabous, même si ça fait mal de sortir certaines choses du placard. Il n'empêche que ça ouvre la voie aussi à la remédiation. On a la possibilité aujourd'hui de faire entrer des tierces personnes dans le débat. Dire voilà, on va avoir un médiateur. Ça passe par différentes structures. Hein. Parfois, je constate, quand on observe, les gens font recours à leurs cercles familiaux, religieux, ou bien aussi à des associations. Il y a des associations qui sont vraiment dédiées à la médiation. Et d'ailleurs, si vous avez des problèmes de couple, les personnes qui nous écoutent, je vous incite vraiment à vous orienter vers les associations qui font du conseil conjugal en Martinique. Et finalement, vous vous rendez compte, vous entendez davantage peut-être parler de certaines choses, mais enfin, il y a toujours eu des conflits familiaux, il y a toujours eu des séparations. La Martinique ne vient pas de découvrir ce qu'est une famille monoparentale, un divorce, une séparation. Nous sommes des sociétés majoritairement afro-caribéennes dans un contexte post-esclavagiste et matrifocal. Enfin, je ne sais pas si je dis des mots que personne ne comprend là, mais non, si vous voulez, pour l'instant, ce sont des choses qui... il n'y a rien de... Je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau. Encore une fois, moi, je ne suis pas psychologue, donc je ne vais pas vous parler de la façon dont les gens gèrent leurs problèmes intrafamiliaux. Mais si je regarde la société, parce que souvent les gens font mal ça débouche sur la société. Moi, je travaille sur la société. Et lorsque je regarde la structure de la société, notamment la structure de la famille en Martinique, eh bien, je constate qu'il y a des couples qui se séparent et que aussi loin qu'on étudie la chose, eh bien, il y a eu des couples qui se séparaient. Peut-être qu'ils le font aujourd'hui avec plus de facilité que dans d'autres périodes de notre histoire où des normes coloniales et religieuses rendaient la manœuvre plus délicate. Mais quand je vous dis que je suis fière de ce dont nous avons hérité, je crois que je préfère vivre dans une société dans laquelle il est plus facile pour une femme de partir, par exemple, que dans une société où c'est plus difficile. Et effectivement, après, on a des systèmes de croyances, de valeurs très distants dans la société martiniquaise qu'il faut respecter. Je peux comprendre que ce soit difficile aussi pour des personnes qui croient, qui sont fondamentalement attachées au principe d'une famille stable toute une vie, etc., puissent trouver cela regrettable que des couples se séparent. Mais je crois qu'avoir la possibilité de se séparer dans un pays comme le nôtre, c'est une bonne chose. Dans une séparation, on peut avoir échoué un mariage, mais réussir un divorce. Oui. Donc, en faisant tout ce qu'il faut pour préserver l'enfant. Écoutez, il y a les enfants, il y a les adultes aussi. C'est-à-dire, évidemment, on protège les enfants. Longtemps, on a beaucoup répété à des femmes, notamment, je vous parle des sujets que je maîtrise, je n'aime pas trop parler de choses que je ne connais pas. Ça, tout à l'heure, je vous disais, je ne vais pas vous parler de psychologie familiale, j'y connais rien, c'est pas mon métier. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'auparavant, on était dans des situations où on imposait, où la pression familiale imposait à des femmes qui étaient victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques, de rester dans leur foyer parce qu'il faut préserver les enfants. On en est revenu de ça. Aujourd'hui, il est vraiment martelé, rappelé que les violences conjugales, lorsque vous avez des violences conjugales ou simplement des conflits, des violences intrafamiliales, eh bien, même si c'est entre les membres d'un couple, eh bien, ces violences conjugales sont aussi considérées aujourd'hui comme une violence sur l'enfant. C'est-à-dire que deux adultes qui restent ensemble et qui se tapent dessus, qui s'invectivent, qui se disent qui font acte pas seulement de violence physique, mais aussi de violence psychologique, de violence verbale. Des enfants qui sont dans une maison et qui entendent leur mère ou leur père se faire insulter tous les jours, leur mère prendre des coups pour un oui, pour un non. Et le week-end, on dit à la mère, mais tu sais, tiens encore le coup quelques années, tu dois rester pour tes enfants. Non, en fait, lorsque vous restez, vous êtes en train de détruire cet enfant. Enfin, pas la mère, elle, je ne vais pas lui mettre la responsabilité sur le dos. Ce que je veux dire, c'est que les personnes qui disent à ces femmes « tu dois rester parce que c'est bon pour les enfants », mais en fait, elles incitent, elles ne se rendent peut-être pas compte qu'en faisant cela, c'est là qu'elles mettent en danger les enfants parce qu'elles exposent les enfants à une source de traumatisme terrible. Et là, si j'avais un collègue psychologue à côté de moi, je lui tendrais la parole pour qu'il puisse poursuivre sur ce point. Là, vous parlez de psychologues, sociologues et autres, mais dans le cas où beaucoup de personnes viennent donner certains conseils, là, on est dans le toutologue.
C'est ça. Oui, tout le Grand Martinique, il est puissant. Je crois que c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des espaces de parole. Moi, je vous avoue, je suis sur ces sujets-là, j'aime bien quand on a un binôme psychologue, sociologue, pour pouvoir à la fois ce qu'il se passe au sein des familles, discuter de qu'est-ce que c'est qu'un conflit, comment régler un conflit, etc. Et puis l'impact que ça peut avoir au niveau beaucoup plus large. Moi, au niveau sociétal, je trouve que la situation actuelle est plutôt saine, c'est-à-dire que les couples qui souhaitent se séparer parviennent plutôt à le faire. Je dis plutôt parce qu'il y a quand même toujours des situations, comme je viens de le décrire, où il est difficile de... Il y a de la résistance. Et puis aussi, il y a aussi beaucoup de problèmes économiques. C'est-à-dire que se séparer, ça demande aussi des ressources économiques, des ressources familiales, mais aussi des ressources économiques. C'est pas toujours évident. Donc je sais bien que parmi les personnes qui m'écoutent et qui nous écoutent là, il y aura peut-être des personnes qui sont confrontées à des difficultés. Mais nous avons une structure, on va dire, un certain nombre d'habitudes sociologiques qui font que une séparation est peut-être plus envisageable que dans d'autres espaces. Je trouve qu'on parle beaucoup de tout ce qui dysfonctionne dans nos sociétés, mais en fait, cette porte de sortie-là, c'est quand même une bonne chose dans une société où, il faut le rappeler, les violences intrafamiliales sont particulièrement importantes. Les violences conjugales, les violences faites aux femmes, aussi les violences faites aux enfants sont particulièrement importantes. L'inceste, particulièrement important. Donc quand on sait que, bon, là, il y a tout le boulet des problèmes hérités aussi, d'une situation post-esclavagiste, post-coloniale, où la violence dans les foyers est quelque chose de profondément ancré. Sortir de ça, ça demandait des stratégies. Et ben moi, je suis fière d'être issue d'une lignée où on était confronté à de telles difficultés et où les femmes en particulier et les hommes qui les accompagnaient ont trouvé des stratégies de survie, comme je vous le disais tout à l'heure, des stratégies de survie que je crois qu'il faut au moins respecter. Oui. En termes d'héritage, en termes de passé, présent et autres, nous regardons une chose dans notre société, elle est de plus en plus violente. Est-ce qu'elle est de plus en plus violente? Donc, je parle par rapport à ce que j'ai connu à ma naissance, il y a aujourd'hui. Je ne parle pas du passé, mais bien sûr, rétrovision. Parlons-en de ce passé. Quand il y avait une manifestation dans les années 70, ça se terminait comment exactement? Dans les années 70, par exemple. Dans les années 70, lorsqu'il y avait une manifestation. Il y avait tiré de la grenade en 71, qui vous aspergeait de grenades lacrymogènes. Et en 74? Et là, aujourd'hui... Et en 74? Ça s'est réformé. Qu'est-ce qui s'est passé lors de les manifestations en 1974? Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort en 1959. Il n'y avait pas de répression terrible de manifestations. Entièrement d'accord. Mais il n'y avait pas régulièrement des gens qui mouraient dans des combats. Ça a toujours existé. Il n'y avait pas des gens qui réglaient leur compte avec des coups de fusil. Du Becmet. Pour un regard, pour n'importe quoi, un coup de coutelas qui part et des gens qui s'assassinent. Dans tous les quartiers, il n'y avait pas des hommes qui tuaient leurs femmes et personne ne reporterait ça comme un féminicide. Je veux dire, le nombre de femmes qui sont mortes sous les coups de leur mari ou de leur compagnon ou de leur ex-compagnon ou supposé amoureux ou je ne sais quoi pendant tout le XXe siècle, pendant les 3/4 du XXe siècle dont on ne connaîtra jamais le nom. Je ne crois pas que la société martiniquaise soit plus violente aujourd'hui. Je crois que la société martiniquaise prend davantage conscience de la gravité de la violence, que nous devenons davantage intolérants à la violence et que c'est une bonne chose, que nous dénonçons davantage les violences et c'est une bonne chose. Que nous soyons dans une période conjecturelle, je l'espère, dans laquelle il y a plus de violence parce qu'il y a des règlements de compte. Il y a des règlements de compte entre bandes rivales, etc. Ça, je veux bien. On a des problèmes de drogue, de trafic de drogue, souvent importés d'ailleurs, qui nous arrivent. OK, on a du coup des vagues de règlements de compte, d'assassinats, etc. Mais est-ce que la société martiniquaise est plus violente qu'avant? Moi, je ne crois pas. Je n'ai pas cette idée. Je crois que j'essaie de regarder encore une fois. Moi, j'y étais pas. Donc, comme j'y étais pas, je ne peux que regarder les écrits. J'étais très marquée par... un passage du discours antillais, quand je faisais ma thèse, du discours antillais d'Édouard Glissant, où il parle de la violence, justement. Et il n'a pas réussi à terminer ce passage-là. Il commence en disant qu'il est impressionné par la vitesse à laquelle un malentendu devient un combat, la vitesse à laquelle un coup de coutelas part, et qu'il a commencé à faire
la revue de tous les faits divers dans le France-Antilles. Du coup, voilà, il a fait la revue de tous les faits divers. Il se documente sur tous ces faits de violence terribles qui ont pu avoir lieu au cours des années qu'il a vécues. Et il est tellement submergé par le niveau de la violence et la vitesse à laquelle se déclenchent les violences pour un rien, que les gens se tuent, s'entretuent pour un rien. Ça l'a tellement désespéré qu'il n'est même pas allé au bout de son analyse. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Comment expliquez-vous cela? J'explique cela, je ne peux pas l'expliquer, c'est beaucoup dire, mais de là où je peux étudier ce que je peux voir, c'est que la violence a toujours été très importante dans notre pays, que que notre nation, si on parle de nation martiniquaise, a été fondée sur des principes violents, la traite, l'esclavage, le massacre des guerres entre la guerre le français et les Kalinago, la traite, l'esclavage, la colonisation. Je veux dire, nous sommes une terre qui a été bâtie par des gens qui ont lutté contre l'oppression et contre la violence et la torture la plus ignoble qui ont pu exister sur cette planète. Donc nous partons d'un socle perclus de violence physique, mais aussi de violence sexuelle, comme on en a parlé tout à l'heure, de violence psychologique, de toute forme de violence institutionnelle. Nous avons été un laboratoire de la violence, comme il y en a eu dans toutes les sociétés esclavagistes. Violence administrative. Tout ce que vous voulez. Donc, on n'en sort pas indemne, on n'en sort pas du jour au lendemain. Et je ne suis pas en train de minimiser la gravité de ce qui se passe en ce moment. Et je pense à toutes les familles qui ont perdu un proche, toutes les familles qui sont victimes des trafics et des blessures collatérales de ces trafics. Et je crois que si nous avions été mieux considérés par l'État, peut-être aussi que nous aurions eu des moyens différents. Peut-être aussi que nous sommes dans un pays qui s'est habitué à ce que cette terre soit une terre de violence. Je me demande parfois que vaut la vie d'un jeune garçon noir martiniquais quand je vois si peu d'efforts faits pour que nos jeunes puissent mettre un casque, tout simplement. Comment est-ce que ça se fait qu'on finisse par se dire que, bon, ma foi, c'est comme ça, les jeunes ne mettent pas de casque quand ils sont en scooter. Et puis, on déplore chaque année combien de gens sont morts. Ça fait des lustres que les sociologues, je pense à ma collègue Joël Kabyle, mon collègue Roger Cantacuzen, qui travaillent sur la virilité et qui ont pu souligner comment cette affaire de ne pas mettre le casque, de jouer avec la mort, pouvait participer à une construction de la virilité. C'est-à-dire qu'on accepte, on se dit, oui, bah, ça va participer à la construction de qu'est-ce qu'être un homme, un vrai, et puis si tu mets un casque, ou c'est en macoumet, parce que tout ça, ça roule aussi avec l'homophobie, donc on va pas faire des trucs, bon, il faut pas mettre de casque, mais oui, mais alors ça nous va, on continue comme ça, on continue. Et qui est-ce qui meurt en fait de jeunes hommes, des forces vives en fait, qu'on méprise totalement dans un racisme aussi intériorisé de nous-mêmes, de se dire que ces vies-là n'ont pas de valeur parce que ce sont des jeunes qui traînent, des loulous. Et ce sont des Martiniquais qui meurent. Ce sont les enfants du pays. Ce sont des enfants du pays qui meurent. Donc je crois que nous avons une forte indignation et que c'est une bonne chose. Parce que comme vous voyez, là aujourd'hui, vraiment, j'ai envie d'être optimiste depuis le début de cette émission. Je me dis que on pourrait se dire, oui, nous vivons une époque terrible où la violence explose à la figure, la société est violente de partout. Et franchement, vous savez que je me bats contre les violences, notamment les violences faites aux femmes. Donc je serai la première aussi à rentrer dans ce registre-là. Mais là, j'ai plutôt envie de vous dire que c'est bien que nous soyons très nombreux et très nombreuses à nous offusquer de la violence, parce que ça montre que nous ne voulons plus de ça, que nous avons toujours encore l'énergie des anciens, cette énergie-là de se battre contre l'oppression, et que lutter contre... refuser en fait la dialectique de la violence, c'est-à-dire de régler nos problèmes par la violence, refuser cela, eh bien c'est tout le sens de notre histoire, parce que nous n'avons fait que ça, nous n'avons fait que nous battre contre la violence. Donc je crois que nous poursuivons le travail de nos ancêtres en dénonçant et en s'indignant, en s'offusquant de la persistance de la violence sur notre pays. Elle change de forme, c'est tout, mais le pays a toujours été violent, en fait. Et ça, il faut le regarder dans les yeux et puis continuer à nous soigner. Je trouve qu'on manque de moyens pour cela. Parce qu'en fait, si on parlait psychologie tout à l'heure, si on regarde ça à l'échelle d'une société, nous sommes une société qui a vécu plusieurs traumatismes, des traumatismes graves, et qu'on n'a jamais mis en psychothérapie. Je trouve que pour une... manque pas coup, ça
Des moyens, des musées, des lieux de mémoire, beaucoup plus d'argent pour la culture, pour la production artistique, des espaces, s'assurer que nos gamins passent plus de temps à lire qu'à bouffer des réseaux sociaux. Enfin, ça demande de l'argent, la réparation. C'est tout. C'est pas, ça demande de l'argent. Et l'argent, il doit venir des institutions responsables du délit. De ce désastre. Voilà, tout à fait. Donc nous devrions avoir tout ça, mais ça c'est un autre débat très politique. Mais moi, du point de vue de la sociologue, je vois bien que nous avons une société qui est perclue par cette violence. Mais pour répondre à votre question de tout à l'heure, c'est pas la violence de 2023. Je ne crois pas que la société, que ce qu'on appelle les jeunes, catégorie très vague, au demeurant, les jeunes, c'est quoi ? Ce serait en gros des hommes incompétents, des gens qui ne sont pas capables de responsabilité. Vous pouvez être pointé du doigt dans la rue jeune et en fait vous avez 50 ans. Si on considère juste que vous êtes un homme inactif qui traîne, vous êtes un jeune. Donc je me pose parfois la question, je me dis à quel moment est-ce que les Antillais peuvent avoir la possibilité d'être des adultes, vous savez, des gens responsables ? Est-ce qu'on se donne en fait cette opportunité ? Est-ce qu'on donne à nos jeunes la possibilité d'être juste des adultes ? Vous voyez ? Bon, là, désolé, je fais une petite digression. Non, on parle de la réalité, c'est factuel. Mais si l'on veut, c'est aussi pour regarder ça en salle, se dire est-ce que nous sommes face à une population qui est confrontée à une grande pauvreté, à une misère économique et sociale, et qui a encore recours à des interactions violentes dans cette misère économique et sociale, ou est-ce que nous sommes juste face à une génération perdue qui n'est pas capable de respecter les valeurs et les normes d'un passé fantasmé ? Je crois que si on regarde la situation en face, on se rend compte que nous manquons de moyens effectivement pour traiter les traumatismes de notre société et la misère de notre société. Mais si on regarde les choses en face, on doit aussi être capable de regarder nos propres responsabilités collectives en face, de se dire est-ce que nous sommes capables de voir ces gens comme pas des enfants du pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des citoyens du pays, des citoyens, des gens qui ont des responsabilités. Ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas les enfants du pays, ce sont des adultes. Ce sont des personnes responsables. Ce sont les gens avec qui nous devrions travailler tous les jours et non pas une forme d'altérité. Si nous les voyons comme des autres, si nous les voyons comme des mineurs, en fait, eh bien, nous les mettons dans une catégorie de gens que nous pouvons dominer. Et donc, c'est pas en ayant un regard de dominant à dominer envers une population marginalisée qu'on va réussir à la sortir de la marginalité. Donc il faut installer un dialogue. Il faut installer un dialogue et ce dialogue ne pourra exister qu'avec du respect, un respect mutuel. Et ce respect mutuel, il ne peut commencer que quand vous admettez que la personne en face de vous est votre égale. C'est toute l'histoire de notre pays. Comment est-ce que je peux vous respecter ? Seulement à partir du moment où je considère que vous êtes mon égal. Je crois que la charte du Mandé de Soundiata Keita nous dit beaucoup sur ça. Dire qu'aucune âme n'est plus ancienne qu'une autre âme, que tous les humains sont des humains, que nous avons tous les mêmes droits. C'est-à-dire qu'ils pensaient même cette affaire intergénérationnelle que oui, on respecte, c'est bien beau, oui, on respecte nos aînés, mais c'est pas pour autant que quelqu'un qui est né avant, quelqu'un d'autre a plus de droits. J'incite vraiment tout le monde à lire cela. Et je crois que ça nous parle aussi. Vous dites le nom ? La charte du Mandé, qui a été adoptée au début du règne de l'empereur Soundiata Keita, l'empereur du Mali. Et en fait, elle a été l'une des... la première déclaration de droit qu'il a pu y avoir dans l'histoire de l'humanité, si on veut. Voilà. On dit souvent que ce sont les Occidentaux. Alors, beaucoup d'historiens occidentaux considèrent que ce n'est pas vrai, parce qu'elle aurait été écrite bien après, parce qu'elle est transmise par voie orale, etc. Vous allez vite trouver des éléments sur tout ça, mais je vous invite à la lire. Et quelle que soit finalement la réalité de... Est-ce qu'elle était écrite exactement comme elle l'est aujourd'hui au XIIIe siècle ? J'ai envie de dire, ça importe peu. Ce qui est important, c'est ce qu'on en lit aujourd'hui, à quel point ça résonne avec notre histoire. C'est un texte dans lequel on interdit aussi l'esclavage, par exemple. Et si je vous en parlais, voilà, c'est par rapport à ça, par rapport à la construction du respect. C'est-à-dire, je peux faire société avec vous parce que je vous considère comme mon égal.
Et c'est une supercherie de dire que je vais communiquer avec vous et que je vais construire une société avec vous sans avoir au préalable établi les conditions qui me permettent d'être votre égal. Tant qu'il restera une évidence sur le fait que vous m'êtes supérieur, eh bien nous ne pourrons vraiment pas avoir un échange sincère. Donc je crois que nous avons dans notre société martiniquaise des fractures aussi entre nous, et des fractures générationnelles, aussi des fractures socioculturelles, où certaines personnes vont considérer qu'elles sont plus que d'autres, pour tout un tas de critères, parmi lesquels des critères ethniques. On va toujours considérer de façon assez implicite que les gens clairs de peau ont plus de valeur que les gens noirs de peau. Ça, c'est un héritage de l'histoire esclavagiste, bien sûr. Mais ce sont aussi des héritages que nous avons, sur lesquels nous avons fait prospérer nos propres inégalités. Donc je vous dis, si on veut régler la question de la violence, il faut qu'on regarde l'historique de la violence dans les yeux, en se disant qu'elle n'est pas née avant-hier, la violence, elle est bien plus ancienne que cela. Et il faut aussi qu'on soit capable de se regarder dans les yeux et de connaître les responsabilités des générations actuelles, de toutes les générations actuelles, dans la persistance de cette violence. C'est un chantier énorme. C'est un chantier politique. Et c'est un chantier politique, c'est un chantier de la cité. Nous sommes des citoyens. Aujourd'hui, c'est particulier. Vous voyez, c'est vrai que je suis un peu émue parce que dans les classes, nous avons fait cette minute de silence par rapport à l'enseignant qui a été assassiné. C'est l'anniversaire aussi de l'assassinat de Samuel Paty. Et je parlais de ça à mes élèves du lycée, du fait que le cours d'histoire, que les profs d'histoire, moi je suis prof d'histoire, et les profs d'histoire, les enseignants sont mis en danger, sont pointés du doigt, sont menacés, c'est le mot que je cherchais, par les terroristes, mais qu'à travers eux, en fait, c'est la démocratie et la République qui est directement attaquée. Parce que ce sont des espaces où on construit la citoyenneté. Et toutes ces valeurs de citoyenneté, il ne faut pas croire, ce ne sont pas juste des valeurs qui appartiennent à la France. Nos ancêtres qui luttaient contre l'esclavage se sont aussi battus pour ça. Ils se sont battus pour ça, pour la République. Parce que la République était dans le cadre dans lequel nous pouvions tous et toutes c'est arrivé un peu plus tard, nous regarder à égal et donc construire une société ensemble. Oui, vous parlez de tout ce qui est lecture africaine. Mm-hmm. Effectivement, quand on va dans les bibliothèques africaines, il y a des documents qu'on trouve et d'autres qu'on ne trouve pas en Europe. Mm. Je suis toujours interrogé sur ce fait. Enfin, interrogé, les réponses sont là. Oui, je crois qu'elles sont assez évidentes. Ça relève, si vous voulez, c'est toujours au niveau national, le chasseur qui parle. Mm-hmm. Jamais le gibier. Et quand le gibier se mettra à raconter des histoires de chasse... Ça fait quand même un moment que nous racontons aussi nos histoires. Nous avons des grands chercheurs et chercheuses et nous avons actuellement aussi des personnes de grande qualité qui travaillent. Je pense, j'ai envie de saluer Valérie-Anne Edmond-Mariette dont le travail a été bien reconnu et primé ces derniers temps. Je dis primé, c'est dommage, j'arrive pas à me souvenir qu'est-ce qu'elle avait reçu récemment. Mais en tout cas, elle est très mise en valeur. Elle a présenté un travail sur Eugène Monat. Que je recommande à tout le monde si vous avez l'occasion d'aller l'écouter. Elle est brillante, Valérie. Et donc, nous avons des chercheurs et des chercheuses martiniquaises, noirs, il faut le dire, parce que c'est pas si évident, des femmes qui font un travail remarquable. On a au niveau national, je pense aussi je vous donne des noms parce que peut-être que vous aurez envie d'aller chercher, puisque vous êtes chez vous, les gens qui nous écoutent. Audrey Célestine, Siliane Larcher, cette femme est extraordinaire, tout ce qu'elle écrit est fantastique. Je pense l'un des ouvrages qui m'a le plus marqué ces derniers temps, c'était L'autre citoyen, ça commence à dater maintenant, de Siliane Larcher, quand on parlait colonisation, etc. C'est vraiment une référence. Voilà, on a vraiment des pointures. Je fais exprès de vous citer que les filles, parce que les garçons, on en parle plus souvent. Mais voilà, ils sont très... Et les garçons en question se reconnaîtront et je sais qu'ils m'excuseront. Mais voilà, je crois qu'il
qu'il faut les mettre en valeur. Je pense aussi du côté des sociologues à Joël Kabili qui a soutenu sa thèse sur la masculinité en Martinique, les masculinités en Martinique il n'y a pas très longtemps, qu'on a entendu dans un podcast Les couilles sur la table où elle expose les problèmes liés à la masculinité et les ressources aussi autour de cette question en Martinique. Voilà, on a des grands scientifiques, on a des gens qui font un travail exceptionnel, on a même des scientifiques en fait du coup qu'on exporte, qui vont partout dans le monde, qui enseignent aux États-Unis, qui enseignent et donc il faut être fier aussi de cela. Donc non, c'est aller à la bibliothèque universitaire, interpeller vos bibliothèques locales si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de textes écrits par des Antillais ou des Africains dans les fonds. Mais moi, je trouve qu'il y a un travail qui est fait aussi par les documentalistes, par les bibliothécaires, et que c'est sûr que vous allez avoir dans les rayonnages beaucoup plus de production européenne ou blanche américaine. Mais si vous y allez franchement, si vous y allez, d'ailleurs souvent on les range dans ce qu'on appelle un fonds caribéen ou afro-caribéen, vous allez voir qu'il y a quand même une alimentation des fonds qui est de qualité. Je crois que par contre, il faut faire l'effort. On en revient à cela. Il y a des responsabilités collectives. Il y a des responsabilités collectives, c'est sûr, mais il y a aussi cette responsabilité individuelle qui, face à la situation, vous savez bien qu'on est dans un monde qui est raciste, qui est sexiste, qui est tout ça. Écoutez, oui, c'est vrai, c'est pas en claquant des doigts qu'on va changer les choses, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui se battent pour que ça change. Et tout ce que l'on peut faire pour accompagner cette lutte-là, c'est des efforts. C'est pas juste, c'est vrai, que les personnes les plus concernées par les discriminations et en plus à faire des efforts. C'est pas juste, je suis d'accord avec ça. Mais malheureusement, c'est la situation. Je vous assure que si vous allez à la bibliothèque, là, demain, allez-y, allez à la bibliothèque de votre ville et réclamez, demandez d'avoir le fonds caribéen. Si vous trouvez qu'il n'est pas assez constitué, demandez davantage. Mais vous allez peut-être être surpris de voir qu'il y a des gens qui sont tout aussi inquiets et inquiètes que vous de la situation et qui auront fait le travail, en fait. Enfin, le message est passé. Parce que nous avons l'immense plaisir de vous recevoir. Les gens qui vous écoutent ont très bien compris qu'il faut faire passer ce message. Et ce changement, il est là, il est imminent. En fait, il ne s'est jamais arrêté. Et moi, je voudrais redire à quel point je suis fière de simplement être dans la marche des gens qui nous ont précédés. Et je suis fière aussi des jeunes, parce qu'on leur crache beaucoup dessus. Mais quand je les écoute, j'étais en cours ce matin, cet après-midi plutôt, j'écoute nos jeunes et moi il y a plein de choses qui m'agacent chez les jeunes, leur porosité aux fake news, aux réseaux sociaux, ils passent leur temps dans leur smartphone, voilà. Et moi aussi je suis dans une génération des écrans, mais j'y résiste à fond et j'en protège mes enfants aussi beaucoup, bref. Donc je suis atterrée par certains trucs, mais n'empêche que quand je les écoute, je me rends compte que j'aurais tellement aimé, à leur âge, avoir déjà intégré un certain nombre de révoltes, un certain nombre de savoirs. C'est vrai qu'ils ne retiennent pas bien des choses qui me semblent essentielles, comme des dates importantes de notre histoire, des personnages importants de notre histoire, voilà, des choses comme ça. Mais par contre, ils arrivent à avoir une analyse des problématiques géopolitiques, sociales, que nous n'avions pas forcément à leur âge. Donc, moi, je suis fière de nos jeunes aussi. Ils ont leurs armes, elles sont différentes des nôtres. Ils ont leurs avantages, ils ont leurs qualités et ils ont leurs défauts, qui sont différents des qualités et des défauts que nous avions et que vous aviez aussi. C'est vrai, mais je trouve que vu la situation dans laquelle ils sont nés, les perspectives terribles qu'on leur donne, la Terre, il fait trop chaud, il y aura plein de cyclones, on va tous crever. Si c'est pas d'un cyclone, ce sera parce qu'il y en aura un qui aura pété un câble un matin et qui aura fait péter une bombe nucléaire. Bon, franchement, naître au début du XXIe siècle, c'est déprimant. Et pourtant, je trouve qu'ils ont une énergie, une pulsion de vie qui est fascinante. Donc, moi, je suis fière de mon pays. Je vous dis, je vous le répète, je crois que face au drame démographique auquel nous sommes confrontés, il faut aussi le dire, si nous n'arrêtons pas de nous répéter que nous sommes nuls, qu'on est incompétents, que de toute façon, on ne pourra trouver le soleil qu'ailleurs, qu'ici, il n'y a rien à faire, qu'on est une société violente, où tout le monde part, etc. Mais comment vous voulez que les jeunes arrivent à se projeter dans un avenir ? Moi, je vois qu'ils arrivent à se raccrocher aux choses positives, qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont le courage de dire qu'ils vont
rester, ou en tout cas qui vont revenir, parce que vous pouvez très bien partir et dire que vous allez revenir, mais vous convaincre que vous ne vous exilez pas, que vous voulez revenir, que vous voulez vous battre pour votre pays, eh ben ça, dans une classe d'âge, il y en a beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est aussi le résultat de toutes les batailles qu'on a menées par rapport à ça. Donc moi, j'ai envie de dire à tout le monde qu'il faut qu'on y croit, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Si on n'y croit pas, on ne se battra pas. Si on ne se bat pas, on va disparaître. C'est pour ça que j'ai pas d'autre choix que d'être optimiste. Vous parlez de démographie qui déclinante certaines personnes. Quel est votre avis sur ce sujet? Parce que nous avons une logique. On dit beaucoup de nos enfants sont partis. Ils font des enfants à l'extérieur, donc ils ne sont pas enregistrés en Martinique. Oui, voilà, c'est ça, oui, en gros. Donc, grosso modo, est-ce que c'est juste de dire qu'on a une démographie qui est déclinante? Oui, c'est ça. Je suis contente de vous entendre dire ça parce que c'est l'un des trucs que je martèle sans arrêt pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que le processus pourquoi est-ce que la natalité descend en Martinique. Alors, il y a moins d'enfants qui naissent en Martinique, c'est vrai, mais c'est surtout parce que nous avons de moins en moins de femmes en âge de procréer en Martinique. On pourrait dire de moins en moins d'hommes et de femmes, hein, mais bon, c'est un truc de démographe que j'aime bien raconter et qui nous ramène un peu au mythe des Amazones. On n'a pas besoin de beaucoup d'hommes sur un territoire pour faire se reproduire la population. Par contre, on aura toujours besoin des femmes pour faire les enfants. Voilà. Mais en plus, avec le système familial martiniquais, le système matrifocal avec pluripartenariat, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'hommes. Hein, c'est vous qui le dites, non? Écoutez... Tant pis pour nous, hein. Je dirais simplement... On reste seul dans notre coin. Moi, je dis qu'il faut voir le bon côté des choses. Voilà. Hein, bon, blague à part. C'est pour ça que c'est juste pour expliquer pourquoi on parle surtout du nombre de femmes en âge de procréer. Alors, pour vous donner le chiffre que je crois qu'il faut vraiment rappeler, marteler, je vous lis la phrase de l'INSEE qui est claire. En Martinique, le nombre de femmes en âge de procréer, d'accord? Donc on prend 20 à 39. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire d'enfants après 39 ans, évidemment. On en a fait à 70 ans. On peut faire des enfants après 29 ans. Il y a pas après 39 ans, c'est pas de souci. C'est vraiment un élément, on va dire, statistique pour avoir quelque chose de très fiable. Donc en Martinique, le nombre de femmes de cette tranche d'âge est passé de 58 000 à 36 000 entre 2003 et 2023. En 20 ans, on est passé de 58 000 femmes en âge de procréer à 36 000 femmes en âge de procréer. D'accord? Ces femmes-là... Elles sont ailleurs. Elles sont ailleurs. Elles font des enfants... Ailleurs. D'accord. J'ai 4 petits-enfants, ils sont nés ailleurs. Ailleurs, voilà. Et ils sont 100% martiniquais. Ils sont 100% martiniquais et... c'est déjà qu'ils soient 100% martiniquais, c'est quelque chose. Parce que dites-vous bien que quand vous envoyez vos enfants étudier ailleurs, quand vos enfants, en fait, vous les avez envoyés étudier, mais en fait, le plus souvent, ils se sont exilés. Concrètement, quand ils partent, mathématiquement, on va. C'est plutôt, voilà, disons que la probabilité pour qu'ils reviennent en Martinique est assez faible. Donc, quand vous mettez un enfant, vous l'envoyez étudier ailleurs, il faut déjà vous mettre dans la dynamique, pas juste que vous l'envoyez se former ailleurs parce que c'est bien de se former ailleurs. Écoutez. Dans tous les pays du monde, on encourage les étudiants, à part vraiment des pays très fermés, mais excluons cela, tous les pays démocratiques, on va dire, à peu près équilibrés qu'il y a dans cette planète, on encourage, et même dans certains pays bien autoritaires, on encourage, dans tous les pays, les jeunes étudiants à faire une expérience à l'étranger. Dans le monde entier, on fait ça. C'est pas que les Martiniquais, parce que j'entends, et ça fait 10 ans que ça dure, à chaque fois qu'on parle de démographie, on dit oui, mais il faut bien que les jeunes, ils aillent voir ailleurs. Non, il faut pas leur dire de rester en Martinique, parce que sinon, ils vont pas voir à l'extérieur, alors ils seront restés enfermés dans leur île, là. Ils sont dans leur bocal. Voilà, ils sont dans leur bocal, c'est pas comme ça qu'ils vont évoluer, etc. Nous, c'est des ababas. Ok, bon, ben, nous, c'est des ababas, nous, tellement ababas que... quand vous êtes français de Chartres, de Marseille, du fin fond de Trifouilly-les-Joies, vous allez à l'université et vous dites à votre maman, bon maman et papa, j'ai besoin d'aller former ma jeunesse, hein, les voyages forment la jeunesse, j'ai besoin de voir ailleurs, je veux partir pendant 6 mois à Séoul. Je vais partir 6 mois en Corée du Sud. On va dire, 6 mois. Ouais, d'accord, ok. On signe pour 6 mois. Maximum, vous dites, bon, à Séoul, j'ai rencontré quelqu'un. Et puis, bon, je me plais bien. À Séoul, c'est bien. Et puis, j'ai une offre de stage et tout. Mais non, 6 ans. Mais votre maman va faire une commotion. Mais non.
j'ai une offre de stage pour après. J'ai fait mon truc et puis il m'a donné une offre de stage. Bon, finalement, je suis partie pour 6 mois. Je vais rester jusqu'à la fin du semestre. Donc en tout, j'aurais fait 9 mois, 10 mois. Et après, vous rentrez. Ok. Donc dans toute la planète, les jeunes de 20 ans qui ont besoin d'avoir une expérience à l'extérieur pour magnifier leur CV, avoir vu le monde et être devenu quelqu'un, 9 mois maximum, 6 mois en général, c'est largement suffisant. Avec ça, ils ont un beau CV, ils peuvent faire une carrière et on va considérer qu'ils ne sont pas restés dans leur trou perdu. Mais nous, tellement couillons, nous, c'est tellement des imbéciles, nous tellement nègres, nous tellement couillons, nous bisouins pâtis, 6 l'année. Laissez blanc besoin 6 mois pour tourner en moun, nous besoin 6 l'année pour tourner en moun. J'aimerais que tout le monde réfléchisse bien à ça. Hein? À quel point on peut rentrer dans une forme de mépris envers nous-mêmes pour nous dire que le pays est tellement minuscule, que notre culture est tellement minuscule, que nous sommes tellement minuscules que c'est pas que 6 mois de voyage Erasmus ne seront jamais suffisants pour que nos enfants soient devenus quelqu'un. Il faut qu'ils partent pendant des années. Mais on ne fait ça nulle part. Jamais, nulle part, à part dans les petites îles, parce que c'est pas que les Antilles françaises, dans toute la Caraïbe, on a ce problème. Nulle part, à part dans les petites îles, on va aller raconter aux gens qu'il faut que leur enfant s'exile pendant des années, au risque de ne jamais revenir, pour devenir quelqu'un. Donc, philosophiquement, il y a quand même quelque chose de très problématique. Après, du coup, le résultat de cela, c'est que je voudrais juste qu'on conscientise cela. Après, vous faites ce que vous voulez. Individuellement, parce que finalement, quand vous avez toute une classe d'âge, ou plusieurs générations maintenant, on va dire, qui partent pour ne pas revenir, on ne peut pas dire que ce sont des choix individuels qui en sont le résultat. C'est aussi le résultat d'un système et d'un processus collectif qui nous amène à cela. Donc je ne vais jamais pointer du doigt qui que ce soit, vous dire c'est de ta faute, tu aurais dû le retenir, ça n'a aucun sens de dire ça. Donc après, vous prendrez vos décisions et vous ferez comme vous voudrez dans vos familles. Mais il faut que vous en ayez conscience que quand votre enfant rentre dans cet avion, il est très probable, le plus probable, c'est qu'il ne revienne pas. Le plus probable aussi, c'est que cette personne rencontre quelqu'un pour faire sa vie, une autre personne, et comme elle va être elle sera dans un âge de sa vie où elle va certainement rencontrer quelqu'un avec qui elle va rester longtemps, si elle reste longtemps, hein, c'est-à-dire si votre enfant part et qu'il reste jusqu'à 24, 25 ans en France, hein, parce que généralement on parle de France, hein, il y en a peut-être 10% qui vont dans d'autres pays, mais comme n'importe où ailleurs, mais les Martiniquais ne sont pas plus globetrotters que personne d'autre, j'avais aussi besoin de dire ça. Mais une fois que vous êtes ailleurs, le plus probable c'est que vous vous associez avec quelqu'un d'ailleurs. Qui est un enfant d'ailleurs. Oui, et donc vos petits-enfants vont être à moitié des petits-enfants d'ailleurs, dans un monde raciste, tout ça, qui considère que votre Martinique c'est un caca-chien. C'est bien pour les vacances, hein, mais pour élever des enfants, il ne faut pas exagérer. C'est pas le bon ado. Donc du coup, on va venir pour les vacances et tout, mais votre petit enfant, il n'aura pas forcément la culture caribéenne. C'est pas grave, là aussi, je veux dire, là je parle, et il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans cette situation. C'est la vie, c'est l'amour. On va pas reprocher aux gens quand même de s'aimer, de tomber amoureux, d'être heureux, c'est la vie. Voilà, mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui se fait à l'échelle de tout un pays. Le résultat de tout cela, c'est que on va bientôt se retrouver dans une situation où la plupart des enfants de femmes natives de la Martinique vont naître ailleurs. Voilà, si on se retrouve dans cette situation... On va les appeler les actuellement métropoles. Disons que ces temps-ci, j'aime bien dire que nous sommes un peuple très généreux. Ou bien, ça c'est la version rigolote, mais la version moins rigolote, c'est de dire que nous continuons à produire des produits pour notre métropole, n'est-ce pas, pour le territoire qui nous domine. On peut voir ça comme ça c'est la version politique, mais restons sur la version rigolote. Nous sommes un peuple très généreux, nous produisons pour d'autres pays, nous produisons des enfants pour d'autres territoires et nous produisons des jeunes diplômés pour d'autres territoires. Nous produisons beaucoup de diplômés et les diplômés, la plupart, ils sont ailleurs. Voilà. Ça veut dire que nous dépensons des impôts locaux pour leurs écoles primaires, pour leurs écoles secondaires. Nous dépensons des impôts, nous dépensons de la nourriture, de tout ça. C'est de l'argent, en fait. Hein. On subventionne la production de jeunes diplômés qui vont produire de la richesse ailleurs. Et nous subventionnons aussi l'éducation d'enfants à naître, en quelque sorte. Vous voyez, nous avons des enfants qui vont faire eux-mêmes des enfants, mais ils ne vont pas faire ces enfants ici, ils vont les faire ailleurs.
produire. Je trouve que ça fait de nous un peuple très, très généreux. Nous produisons. Je trouve que cet atavisme-là à produire pour ailleurs est un peu agaçant. Il y a un moment où je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on se mette à se concentrer pour produire c'est la chose. Pour un enrichissement endogène. Voilà. Ça n'empêche pas d'échanger. Et moi, je suis je crois que c'est normal d'être ouvert sur le monde et nous sommes dans des philosophies d'ouverture. C'est très bien. Après, il faut être face à la réalité. Si on continue comme ça, nous n'allons pas pouvoir préserver un modèle transgénérationnel qui faisait notre richesse. Madame Jonville, je suis ravi de vous avoir reçu. Moi aussi, j'étais ravie d'être avec vous. Nous prenons une carte d'abonnement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais le temps nous est imparti et en fait arriver. Si vous avez si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle? J'ai eu plaisir à voir. Je crois qu'on a bien conversé aujourd'hui. Je ne sais pas si on a traité de le but de notre c'est converser. Eh bien, j'ai apprécié cette conversation dans cette journée si particulière. Je dirais aux gens simplement d'essayer de voir le verre à moitié plein, parce que le voir à moitié vide nous bouffe notre énergie, mais que le voir à moitié plein, ça nous donne l'énergie de nous battre. Et c'est ce que nous avons toujours fait, et c'est ce qui fait la gloire de notre peuple, c'est de notre combativité, notre capacité à surmonter les épreuves. Donc je sais qu'on parle beaucoup des problèmes, mais le seul intérêt à comprendre les mécanismes de ces problèmes, c'est de trouver des stratégies pour les résoudre ensemble. En tout cas, merci. Tout ce que je peux vous dire. Nous restons fiers de voir que nos enfants ont pu faire des études, faire ce qu'il faut pour aller de l'avant. Maintenant, nous demandons à nos parents d'écouter pour comprendre. Aujourd'hui, nous avons, je dirais, un jeune du pays qui a fait ses études, qui est en mesure de nous expliquer certaines situations. Et c'est pourquoi il est capital, mais vraiment capital, d'écouter pour comprendre et de faire changer la donne et de fonder l'espoir sur notre jeunesse. Si nous désespérons, c'est la fatalité. Il faut réinstaurer le dialogue entre les jeunes et nous. En tout cas, merci encore et à très bientôt. À bientôt.